bienvenue à tous dans ce 34e live où j'ai donc le plaisir d'accueillir Gats et Julien Monnier pour parler ensemble de leur série RIP publiée chez Petit à Petit dans le tome 4 et sortie il y a un mois. Bienvenue messieurs cette fois. Merci, bienvenue à toi. On va parler donc de la série ensemble pendant 1 heure et vous pouvez leur poser toutes vos questions car c'est un live interactif. Posez-les dans les commentaires, elles apparaîtront à l'écran pour que nos invités puissent vous répondre. Revenons donc à la série, je vais en dire quelques mots pour introduire la discussion. Donc RIP, c'est une série prévue donc en 6 volumes où chaque album tourne autour des mêmes intrigues mais en adoptant un point de vue d'un personnage particulier. On découvre une équipe de nettoyeurs, des sortes de brocanteurs aux allures de médecins légistes qui viennent débarrasser les maisons dont personne n'a pensé à réclamer les cadavres. Et un vol de bijoux sur le corps d'une vieille dame va briser la routine de ces travailleurs et faire remonter leur passé respectif. Et c'est cet événement qui va servir de fil rouge tout au long des 6 volumes. Le tome 4 qui vient de sortir, c'est une étape importante dans la série. Je vais essayer de ne pas spoiler du tout, mais on va quand même en parler ensemble. Alors pour commencer, messieurs, d'où vient cette idée ? Et ça vient de moi au départ. J'ai fait 10 ans une équipe de joueurs. Et parmi eux, il y avait un individu, un homme qui s'appelle Cédric, et qui a commencé à compter son dur alors, ça fait compter les vendanges, vient un peu de cartorisme. Et on parle un peu de table, à la connaissance de petite pièce. Il a commencé à nous raconter toute son activité. C'est des corps, c'est des anecdotes. Et bien sûr, moi, ça m'a fasciné. J'ai commencé à imaginer des lieux, les décors que je ne connaissais pas. Et surtout que je n'avais pas souvent vu en bande dessinée ou dans les romans ou les films. C'était intéressant d'avoir cette atmosphère, cette ambiance atmosphère, cette vie. Et après, c'est inclure une fiction. Ça a du temps. Et petit à petit, j'ai commencé à trouver ce bijou dont tu as parlé. Il y a eu des différents événements après dans l'histoire qui font que un événement en amène un autre, C'est un enchaînement en cascade, une descente aux enfers qui fait que ça s'est donné une série. Puis après, il y a le jeu qui est arrêté dans l'histoire. Voilà. Et du coup, sans trop en dire, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur l'histoire pour présenter la série pour ceux qui ne connaissent pas ? J'ai mis un petit trailer en intro et comme ça je vous laisse juger du niveau de spoiler acceptable. Tu veux qu'on présente quoi, l'intrigue générale ou Oui, ou la le tome série 4 en précisément? général, ouais, si tu veux commencer Julien pour la série en général. Non, ça va sensiblement ressembler à ce que tu as déjà dit, mais c'est ça. On suit une bande de types qui s'occupent de vider les maisons des gens qui meurent dans différents générales. Et on les suit dans leur quotidien pourri, donc le soir dans leur bistrot de quartier, la journée dans les maisons à l'abandon dans lesquelles ils pataugent. Et voilà, dans le tome 1, plusieurs des personnages sont présentés, et après, dans chaque tome, on suit plus précisément un personnage. Donc, comme tu l'as dit, on revient sur certains bouts d'intrigue qu'on pensait dont on pensait avoir déjà tout compris, mais on réalise que selon la version des personnages, il y a différentes choses à en tirer. Et voilà, ça c'est le principe narratif. Après c'est un polar, c'est des histoires de vengeance, de meurtre, de vol. On est toujours lié au thème de la mort, de la solitude et de leur quotidien merdique. C'est ça. Allez, voilà. En fait, c'est ce que tu avais déjà dit. Hein, tu vois, voilà. À ton service. Est-ce que vous avez publié quasiment un album par an ? C'est un rythme assez élevé. Comment vous bossez ensemble ? C'est quoi un peu vos journées type tous les deux ? Voilà, c'est assez aléatoire. Savoir que le premier tome, en effet, je l'avais écrit entièrement, ce qui fait qu'il avait toute la matière et toute l'histoire d'un coup. Donc après, il évoluait petit à petit à son rythme. Alors comment on procède pour chaque album ? Après, il m'envoie d'abord des noirs et blancs, ce qui travaille à l'ordinateur, puis des couleurs. Ensuite, moi, je corrige au fur et à mesure si je vois qu'il y a un souci, que ce soit du décor, du rythme ou même de l'histoire. Et grosso modo, on est très vite d'accord. Il a bien cerné l'univers et mettre en scène et les différentes caractéristiques de nos personnages. Ce qui fait que
Julien, il a quasiment très peu de traduction maintenant. Il a son rythme et tout tout droit. Ensuite, en effet, on a 1 an en chaque tome, mais ça fait pas pareil, ça fait beaucoup moins, ça fait 2 mois de pression, donc pas le temps que je m'y mette. Donc ça lui fait pas beaucoup de mois. Donc je l'envoie chapitre par chapitre et j'essaie d'avoir un chapitre d'avance à chaque fois. Et, grosso modo, on a l'ossature, hein, il a un séquentiel avec les trames et les différentes actions qu'il va apporter dans le. Ça permet de bien retomber sur nos pas, de bien voir où on est par rapport à ce tome, puisque c'est une histoire à tiroir, pour rester d'équerre sur les différents actes. Et puis voilà quoi, donc chapitre par chapitre, et on voit des noirs et blancs, et du coup on s'est donné comme de rester sur un tome par an, à la rentrée scolaire chaque année sur un rythme. Et du coup, toi, Julien, tu reçois chapitre par chapitre, mais comment tu travailles, toi? Tu travailles plutôt de manière traditionnelle, à l'ordi? Comment tu bosses, toi? Alors, une précision, j'entends rien de ce que dit Gaëtan, je vais peut-être dire exactement ce qu'il vient de dire. Ah merde. Non, moi je fais tout à l'ordi, c'est-à-dire que je me fais juste sur papier, très très sommairement, un crayonné rapide pour savoir où je mets les cases, où je mets les bulles, mais après je fais tout à l'ordi. Et sur RIP, la petite particularité, c'est que, mis à part sur des décors ou des trucs, il n'y a pas vraiment de crayonné préparatoire, c'est direct un genre de premier jet pour avoir ce rendu un peu tremblotant, hein, mais qui est un peu crado, avec des lignes qui se cherchent un peu, mais qui, je trouve, va bien avec l'ambiance de la BD. C'est pas très propre, mais je trouve on gagne en vivacité. Enfin, avec ce que je sais faire, je veux dire. Et du coup, la couleur, c'est pareil. Comment tu bosses un peu la couleur, les effets de texture? Il y a beaucoup d'effets, il y a beaucoup de choses. On sent que c'est palpable, les corps. C'est gentil. Ouais, non, les couleurs, je marche beaucoup avec des références. Je marche beaucoup avec des références. Donc, dès que je vois une image, que ce soit dans un film ou une photo ou un dessin que j'aime bien, dont je me dis que les couleurs peuvent coller avec l'univers de RIP, je me la mets de côté. Et voilà, je me fais une banque d'images dans lesquelles je vais piocher après selon les chapitres et selon ce dont on a besoin. Et voilà, mais c'est que de l'ordinateur. Et il y a aussi des jeux de texture et tout. Bon, après, par-dessus les couleurs, je rajoute des textures de rouille, des textures pour salir l'image toujours. Mais je pense que je mets ça. Enfin, c'est que de l'ordi, quoi. Et je reviens à l'histoire. Donc, est-ce que dès le début, vous aviez envie de consacrer un album par personnage? D'où ça vient cette idée de faire un focus sur chaque personnage par album? Au départ, non, ça devait être un one-shot, c'était une survivance à la mort. Et plus je me détaillais, plus je me rendais compte que ça allait être une très grosse destination si je voulais vraiment approfondir les caractères de mes persos. Euh, Puis certains méritaient quand même un peu plus de place dans la première histoire commun. Finalement, il y a beaucoup de questions laissées en suspens. On présente vraiment le décor, l'équipe. Et du coup, c'est vraiment le pilote de la série. Du coup, ça mérite plus d'ampleur. Je vais vraiment aller dans l'enfance de mes personnages, voir pourquoi ils sont arrivés dans cette entreprise assez malveillante et assez instruite et glauque. Mais l'idée du tiroir est venue un peu par la suite. J'avais lu Les Berceuses assassines de Tom et Raph Meyer, qui est un peu beaucoup. Et pareil, dans le cinéma, ça se fait assez souvent. Du coup, c'est venu comme. Puis un personnage, ça a tel de caractères différents, que ce soit au niveau de la parole, au niveau de la gestuelle, que ce soit au niveau des émotions, et comme on l'a dit Julien, Solitude a une part prenante vraiment dans notre série. Du coup, il fallait qu'il se confie à quelqu'un, et quoi de mieux que de se confier au lecteur finalement. Et du coup, ces personnages qui sont travaillés, incarnés, est-ce que vous bossez beaucoup en amont sur leur caractérisation, sur leur backstory, sur leur histoire, leur design aussi graphique? En amont, vous avez fait beaucoup de recherches pour les personnages avant de démarrer? Non. Enfin, juste sur le premier tome, sur lequel on a bossé un peu différemment par rapport aux autres, mais Gaëtan m'avait
envoyé certaines photos d'acteurs ou de certaines photos de lieux pour qu'on se mette vraiment d'accord sur les grandes lignes. Mais c'est très libre, quoi. C'est-à-dire que sorti du fait qu'il y en avait un qui avait une queue de cheval et qui était costaud, un autre avait une barbe et une casquette, un autre était vieux, mais bon. Voilà, après, je les ai mis comme j'étais libre de les dessiner comme je voulais. Mais non, mais on réfléchit pas trop en règle générale. Non, on fait les choses assez spontanément et comme on est souvent raccord, Gaëtan et moi, il se trouve que ça colle bien. Mais non, on fait pas enfin, en tout cas, pour la caractérisation des personnages, non, ça se fait assez rapidement. Après, sur les lieux, sur les aspects du métier de médecine légale, etc., ça, Gaëtan fait plus de recherches plus pointues, pour pas dire d'énormité. Mais de mon côté, non, je fais pas trop de recherche. Et du coup, toi, Gaëtan, t'avais bossé pas mal, ouais. Moi, je parle plutôt sur l'histoire. Du coup, bah, on a un petit passage à chaque fois sur l'enfance de nos persos ou leur passif. Pour Eric, il est juste énoncé. Pour Maurice, il y a beaucoup de flashbacks pour savoir un peu l'historique du personnage. Sur Ahmed, il y a un petit court passage qui montre un peu la confiance qu'il a en lui. Et puis Albert, lui, ça va être logique. Donc, je vais citer un peu dans le caractère et l'émotionnel des persos, quoi. Après, en termes de physique, ouais, comme dit Julien, je vais donner des trames au départ. Des fois, on fait des petits clins d'œil. Il y a deux flics, par exemple, dans le tome 2 qui font penser un peu à L'Arme Fatale, à des duos cinématographiques. On a des petites références. On ne fait pas du copier-coller, mais on voit un peu là où on veut aller ensemble. Donc là, on a les mêmes rêves, donc mais c'est pour ça qu'on s'entend bien. Mais voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais ouais, j'ai fait quelques recherches. Pour Ahmed, j'ai fait beaucoup de recherches par rapport à son métier. Oui. Et à ce qu'il entreprend. Là, j'ai fouillé dans pas mal de bouquins. Plein de bouquins sur la criminologie, la médecine forense, les mouches. J'ai même des vieux grimoires. Enfin, voilà. Là, j'ai fait. Donc ouais, je me suis tapé pas mal de bouquins comme ça à lire, à surligner, des thèses, tout ça. Ça me passionne d'une part. Et comme ça, je voulais vraiment que ça colle vraiment juste au métier de ce personnage. Voilà. Alors, il y a une question de Mathieu qui est adressée à tous les deux. Quelles sont vos références, que ce soit BD, ciné, jeu ou autre, pour construire l'univers, pardon. Alors, Vas-y, Julien. Vas-y. Moi, il y a vraiment plein de dessinateurs et dessinatrices dont j'adore le travail, mais je suis pas sûr que ça se ressente énormément dans le dessin de Rick. J'aime beaucoup Sergio Topi, comment il s'appelle, l'autre que j'aime bien aussi, qui dessine Batman, Sean Murphy. Enfin voilà, j'aime bien les dessinateurs qui ont un dessin assez sombre, avec un ancrage un peu organique. Et après, je sais pas si ça se ressent vraiment dans Rip. On nous a souvent parlé aussi de la photo de films comme Seven ou de films de Fincher aussi, où on pouvait retrouver des gammes de couleurs assez similaires. Mais pareil, je suis conscient de la ressemblance, mais c'était pas un truc forcément voulu au départ. Je pense, sinon, j'ai pensé l'autre jour, et plus étonnamment, je crois que j'ai été bien marqué par les graphismes de jeux vidéo des années 90 de LucasArts. Alors ça parlera que aux plus vieux, mais enfin de mon âge quoi. Mais ouais, des jeux comme Day of the Tentacle ou Sam & Max, je sais pas si ça vous évoque quelque chose, des trucs en point and click, avec des univers assez distordus, avec des perspectives toutes tordues, avec un côté cartoon, mais un peu bizarre. Et ça, je crois que ça m'a vraiment énormément marqué. Et il doit y avoir un peu de ça dans Rip aussi. Mais non, voilà, c'est plus des influences subies que recherchées. Et moi, pour ma part, c'est un peu partout, quoi. Ça va être dans le roman polar, policier. Ça va être dans le cinéma beaucoup. Donc, soit des films des frères Cohen, de Fincher ou Tino, ou même beaucoup de films français.
Et des références assez variées et un gros panel de références qui viennent de partout. Et dans la BD, scénariste, j'aime beaucoup le travail de Fabien Nury, de Lupano, Philippe Tom. Je lis beaucoup l'appel 619 aussi, parce que c'est assez Mhm. moderne, j'aime bien ce qu'ils font, mais je vais vraiment aller dans tous les univers, que ce soit le comics, que ce soit la bande dessinée graphique, historique, ou que ce soit vraiment de l'essai un peu. Donc, bon, j'essaie de tout regarder. Donc, je suis un peu partout. Je suis aussi dans la vie de tous les jours, en observant les gens et par les anecdotes que je peux entendre, je peux vous partager. Oui, parce que tu disais que RIP s'était inspiré d'une discussion que tu avais eue. C'était une rencontre de quelqu'un qui faisait un métier un peu similaire, c'est ça? Ouais, exactement. Et je suis même allé voir sur place les lieux dans lesquels ils faisaient ça. Je n'ai pas vu les cadavres tout pourris. J'ai pu voir le hangar, le bistrot, enfin des lieux phares de la série et côtoyer quelques personnalités assez braques euh, comme Eugène ou Albert, hein, sans que ce soit vraiment mes personnages. Mais bon, ils sont tous mélancoliques, ils sont tous alcooliques et dépressifs. Et ils en ont des casseroles et des gamelles. Donc, j'ai puisé des petites anecdotes, mais c'est surtout les faits divers aussi. La Oui. vieille dame morte avec son fils tétraplégique, par exemple, dont tu as parlé tout à l'heure, c'est un fait divers qui a vraiment eu lieu il y a une dizaine d'années en Belgique. Hmm. Donc, et il y en a de plus en plus parce que on a des lecteurs fidèles qui nous partager leur lecture de chiens écrasés et des Ça, ça variés. fait plaisir. Du coup, voilà, on a des nouvelles anecdotes. Donc, on a encore de quoi fournir le tome 5 6, de petits anecdotes, petits faits bien sympas. Ouais, parce qu'il vous envoie ça, puis vous m'aviez dit, on s'est vu il y a quelques jours, que vous étiez même invité au salon du funéraire, c'est ça? Vous commencez à faire la tournée des lieux Oui, sympas? exactement. On sera novembre, donc au salon du funéraire, parce qu'il y a des spécialistes des métiers de la mort. Ce sont des thanatopracteurs, des embaumeurs, des croque-morts, des médecins légistes, qui nous lisent et qui nous contactent pour échanger avec nous. Et du coup, il y a une entreprise FRE. Alors, ça, c'est les initiales, je ne sais plus ce que c'est exactement, et je ne veux pas dire de bêtises. Mais du coup, qui nous a invités donc, à venir dédicacer sur le salon. Il y a un romancier, Stanislas Petrowski, aussi, qui sera à nos côtés pour son roman, Mhm. voilà, qui a été notamment. Et du coup, on va être au milieu de ce salon, au milieu professionnel des métiers morbides. Donc voilà, c'est étonnant. Et moi, ça m'intéresse carrément, je trouve ça génial. Même si je ne suis pas un amoureux de la mort, hein, comme la plupart des gens, c'est juste des univers atypiques. Et puis, j'ai tellement lu de choses sur eux que ouais, ça va être chouette, quoi. Après, je crois que c'est un salon professionnel, donc on prendra beaucoup de photos et de vidéos pour partager ça avec vous. On a hâte de voir ça. Il y a une question de Julia qui demande quand est-ce que le tome 5 est prévu. Les tomes sortent toujours la même date, c'est le dernier week-end d'août normalement. Donc pour l'instant, on s'y est tenu, donc a priori, on va se continuer de s'y tenir. Et donc ouais, le tome 5 sortira donc le dernier week-end d'août 2022. J'ai commencé cette semaine à l'écrire, donc il faut attendre un petit peu quand même. Voilà. Ça, c'est ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'après avoir fait la dédicace du live, tu pourras, Julien, te plonger dans le premier chapitre à faire. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, puis vu qu'il a Chouette. que ça à faire, ça tombe bien. Est-ce que là, d'ailleurs, tu es en train de dessiner? Est-ce que tu veux nous montrer ou un peu plus tard où t'en es? Moi, je peux commencer à vous montrer. Je sais pas si vous allez voir grand-chose. On va voir si ça fait un peu de focus. Si, ça Et marche. ça marche. Ça Bon, marche. ben voilà, c'est le vert au crayon bleu pour l'instant. On verra ce que ça donne par la suite. Top. Merci. On regardera tout à l'heure l'avancée du dessin. Donc, je rappelle, c'est le dessin de la dédicace que vous pouvez gagner. Donc, je redirai ça à la fin du live pour pas couper maintenant. Je reviens aux questions. Est-ce que vous avez parlé tout à l'heure de la construction un peu polar avec des flashbacks, des points de vue différents sur les mêmes événements, des fils rouges
très précis puisque des scènes sont vues d'autres points de vue ou à d'autres temporalités. Est-ce que là c'était une envie de jouer avec les codes de la BD ou c'était vraiment pour le scénario? C'est vraiment pour le scénario, hein. C'est jouer avec les codes de la BD, non, parce qu'on ne connaît pas tous les codes. Après, on cherche pas à faire comme tout le monde. Donc. Notre histoire, elle s'imbriquait bien et elle se construisait bien sous ce format, un vrai puzzle, une quête. Euh, Après, non, c'était pas pour bouleverser les codes, c'est vraiment par rapport à l'histoire. Ouais, et puis, frustrer un peu le lecteur, c'est un peu en haleine à la fin de chaque tome, donc il est jusqu'au bout. Parce qu'en allant jusqu'au bout, il va acheter les 6 tomes et puis non, il va gagner un peu plus d'argent aussi. Vous m'ennuyez, je m'en vais. Non, je vais chercher des écouteurs parce que le son est trop dégueulasse. Attendez, ne bougez pas. Continuez de vous amuser entre vous. Du coup, il y a. Non, blague à part, c'est vraiment une construction à tiroir et chaque suspense et chaque cliffhanger, le truc au final de chaque tome va laisser en attente un peu le lecteur comme lorsqu'on regarde la série qu'on a un épisode de plus, de plus à dormir. C'est un peu l'effet que j'aime bien moi avoir. Je regarde une bonne série, je lis un bon livre. Et je voulais faire pareil avec le BD et j'adore être bluffé. Du coup, c'est de renvoyer ça. Voilà. Et du coup, tu parlais de... Ah, Julien. Tu parlais de fausses pistes et d'humour aussi, parce qu'il y a beaucoup d'humour. Et vous avez aussi mis beaucoup de références cachées. Donc il y a des références qui sont des références ciné, il y a beaucoup de scènes un peu reprises, un peu planquées. Est-ce que là c'était l'idée dès le départ un peu de se faire plaisir avec plein de références comme ça? Puisque je pense aussi aux têtes de chapitre où tu mets beaucoup de citations, où il y a pas mal de choses... Enfin, il y a tout un dispositif, on va dire, autour de ça. Ouais, alors il y a plusieurs questions en fait. La première, les têtes de chapitre, ça permet de marquer une pause dans la narration et l'histoire. C'est un peu sinistre, étouffant comme atmosphère. Donc le fait de marquer des pauses, ça permet aussi au lecteur de ne pas être écœuré ou de ne pas être trop en haleine. Et puis placer une petite citation qui évoque bien à la scène suivante. C'était intéressant, j'aime bien les citations. Ça me permet de rendre hommage à certains auteurs que j'apprécie, soit dans la musique, le cinéma, la littérature. Ça permet en plus pour moi de faire des ellipses à un moment, ou de passer du présent au passé, ou de revenir sur des flashs. Voilà, ça permet de faire pas mal de petites choses. Et puis l'autre chose, ça c'est juste pour se faire plaisir. Julien, ça me fait marrer de voir certains qui en font alors qu'on ne l'avait pas fait. Et il y en a d'autres que personne ne verront. Nous, ça nous fait marrer parce qu'il y a des private jokes entre nous, avec nos amis, puis il y a aussi beaucoup de références du cinéma. Hein. Puis ça va dans tous les domaines. Hein. Dans le tome 3, il y a même du Jurassic Park, mais alors, à vous de trouver. Et du coup... Oui, aussi, Julien, il est en place, et je lui donne des fois des imprimés écrans de films ou de séries. Et du coup, il essaie de composer ainsi. Voilà. Tu nous entends bien? Ouais, toi, je t'entends, mais c'est un long calvaire. J'ai l'impression que tu as bouffé un accordéon. Mais non, ouais. Enfin, bon, j'ai compris ce que vous avez dit en substance. On met des petits clins d'œil à nos amis dedans. Moi, je sais que c'est un truc que je fais fréquemment, notamment dans les tags, qui est toujours en arrière-plan. Et puis sinon, il y a des références à des films qui sautent pas aux yeux. Enfin, que moi, même moi, je finis par les oublier quand je refeuillette l'album. Mais il y a souvent des plans un peu iconiques de certains réalisateurs. Bon, le plus connu étant celui de Tarantino, Vue du coffre, qu'on a mis comme tout le monde. Mais ouais, non, il y a des plans que je fais des arrêts sur image sur des films de Scorsese ou quoi. Genre. Bon, voilà, c'est vraiment l'ordre du clin d'œil. Je suis pas sûr que beaucoup de gens, ça soit une référence qui saute aux yeux de beaucoup de gens, mais bon, c'est une manière rigolote de se faire plaisir. Par exemple, là, sur une même ligne, on a à la fois un clin d'œil à, je sais pas si vous voyez bien, un clin d'œil à Requiem for a Dream et un clin d'œil
carrément lié à la nuit du chasseur. Donc, des fois, on place la référence vraiment bien marquée, des fois, qui sont un peu plus subtiles. Mais voilà. Et je pense aussi, après avoir lu le tome 4 et relu les premiers, on détecte des petits indices. Est-ce que là, donc j'imagine que vous en avez semé, mais est-ce que vous avez été tenté d'en modifier des petits détails au moment des réimpressions pour en rajouter? Non, on a tout laissé pour que tout le monde ait la même histoire et les mêmes détails, les mêmes. Et puis on est beaucoup trop feignant aussi. Quand c'est fait, merde. Ça y est, on va pas revenir sur ce qu'on a déjà fait. Non, non. Mais après, du coup, il faut pas oublier les petits indices sommaires avec le temps. Mais c'est assez marrant de voir qu'en dédicace, moi, je suis toujours surpris de voir à quel point les lecteurs sont attentifs et concentrés, qui te rappellent une case du tome 1 que même toi, tu pensais plus. Et donc, ouais, c'est marrant ce petit côté petit pouce sec, des petits cailloux partout, c'est assez ludique. Ouais. Puis on le fait exprès, hein, on joue aussi là-dessus. On a des scènes et des petits indices, des personnages qui sont planqués depuis le tome 1 et que lorsqu'on lit le tome 3, le tome 4, lorsque vous lirez le tome 6, ça vous donnera envie de remettre le nez dans le 1 et le 2. C'est ça le but aussi, c'est que on en a pour un bon moment et c'est pas un truc qu'on pose, non, on retourne dedans, il kiffe vraiment quoi. Et ça nous plaît. Et du coup, comment vous faites pour pas vous embrouiller? Vous avez un tableau, vous relisez un petit peu aussi. Comment vous procédez? Oui, moi j'ai un grand tableau comme Ahmed avec des persos décrits, des fils, des photos, des post-it. Et je note tout ce qui me passe par la tête, je suis tout le temps avec un calepin, un stylo, je note, après je colle tout sur mon tableau. Des fois j'efface, des fois je remets un chose. Puis on se fait une chronologie aussi avec nos différents euh, personnages, leur histoire. Puis il faut bien retomber sur mes pattes pour pas qu'il y ait une scène qui avance par rapport à une autre au niveau du timing aussi. Après, Julien et moi, on relit les albums. Alors moi, je regarde pas mal, ça tombe juste. Puis aussi, lorsque j'écris mon scénario, je dis à Julien, par exemple, case 3, planche 72, il faudra que tu me revoies la scène du tome 2, planche 38, 4, 6. Donc Julien, il ouvre son tome 2 et il va dire cette scène-là, mais sous un autre angle. Donc c'est à lui de tourner la caméra après. Donc voilà. Et d'opérer. Et est-ce que ça, Julien, c'est une difficulté, ça, de respatialiser comme ça, et de refaire les mêmes moments, mais vus différemment? Non, non, c'est plutôt plus facile vu que tu arrives sur une scène que tu connais déjà avec des choses que tu as déjà dessinées, donc tu es un peu sur un terrain connu. Après, la seule difficulté, c'est bien faire gaffe aux détails pour pas qu'il y ait de faux raccords, quoi. C'est-à-dire que si le mec a sa chemise boutonnée jusqu'en haut, bon, en temps normal, j'aurais pas fait attention, mais là, bon, il faut que ce soit exactement pareil. Et voilà. Donc ça, éviter les faux raccords, c'est le truc compliqué. Mais par contre, c'est de revenir sur des scènes que déjà faites, moi, je trouve ça assez sympa. Enfin, je trouve, c'est comme remettre tes chaussons le soir, quoi. C'est un truc que tu connais. Non, j'ai pas de chaussons, je dis ça, j'imagine, quoi. J'en sais rien. Je suis sûr que t'en as. Non. Si. Tu vas les montrer avant là. Non. On parlait un petit peu de l'humour tout à l'heure aussi dans la BD, il y en a beaucoup. Comment vous bossez cette partie précisément? Est-ce que là, vous faites pas mal de retouches sur les situations, les dialogues, en disant là, il faudrait quand on exploite plus le filon, je pense par exemple aux flics ou je pense à des scènes un peu qui sont un peu plus marrantes, ou alors est-ce que c'est directement au premier jet, tu dis de toute façon c'est comme ça que l'histoire avance? Alors tu sais, faire de l'humour, c'est très compliqué, je trouve, parce que l'humour, on peut pas faire à tout le monde. L'avantage, c'est que nous, on fait de l'humour. Donc, si jamais ça ne fait pas rire, on dit que c'était justement pour choquer ou pour bouleverser un peu. Cette série, on l'a construit vraiment tous les deux avec Julien. Lorsque j'ai une idée, je la couche sur le papier, je lui en parle au téléphone, on se voit en podcast et on le valide. Quand je lui envoie le scénario, il voit les dialogues, des fois ça le fait marrer. Tout le temps, ça le fait marrer en fait. Tout le temps. La moindre scène dans cette série me fait marrer.
Là, je suis très bon public aussi. Hein. Et ça me permet aussi, moi, de prendre un peu de recul. Parce que lorsqu'on a la tête dans le guidon, qu'on est dans notre écrit, et que ça nous satisfait, bah, il faut savoir que mon premier lecteur, comme je disais, c'est Julien. Si lui déjà, il est conquis, bah, tant mieux. C'est déjà ça de gagner. Il est arrivé, sur le tome 4 d'ailleurs, que j'ai fait un chapitre où il y avait une page de dialogue. Bon, il a trouvé un peu trop tristounette, quoi, on allait se pendre. Donc il m'a dit, bon, tu peux mieux faire. Et il a eu carrément raison, parce que je l'ai refaite. Elle est mieux, en effet. Et c'est pour ça aussi que c'est chouette de travailler avec Julien, parce qu'on a vraiment une complicité et une confiance l'un et l'autre. On travaille vraiment ensemble. Et bah, moi, je fais l'histoire, lui, il fait le dessin, mais on se donne nos avis. Donc, il n'y a pas de. C'est génial quand on avance main dans la main. Ce qui est cucu, celui-là. Dans un album comme ça, où il y a Ouais, j'ai oublié. Pardon. Vas-y. Qui parle? Non, mais j'avais rien à dire, donc non, moi, j'allais vous demander, dans un album comme ça, Polar, où il y a beaucoup d'indices, il y a beaucoup de choses à dire et à ne pas dire, justement, comment vous dosez les choses qui sont révélées par les dialogues ou l'action, ou les choses qui sont révélées par le dessin, ce qu'on voit, les choses plus intuitives? Comment vous dosez ça un peu entre vous deux? En disant, bah tiens, on a ça et ça à révéler, on a ça et ça à faire attention à pas trop dire. Comment vous dosez un peu? bah, non, bah, comme le disait Gaëtan tout à l'heure, tout est assez spécifié de manière rapide dans le scénario pour ménager les effets. Après, comme je le disais aussi tout à l'heure, très honnêtement, moi, je réfléchis pas trop. Enfin, je fais les choses comme ça vient. Et du coup, moi, c'est pas une question que je me pose trop de savoir comment ménager les effets ou quoi. Intuitivement, tu sais que des choses que tu dois mettre en avant, d'autres à garder pour plus tard, pas trop en montrer, etc. Mais c'est pas l'objet de discussion. Enfin, c'est un truc qu'on fait comme ça. On se prend pas sur la tête, en fait. On n'intellectualise pas trop. Et, ça nous plaît, ça fait marrer. On est sur le pays où on a envie, l'effet société marche. Bah, on fonce, quoi. Alors après, il n'y a pas que nous qui de publier. Hein. Il y a aussi nos éditrices, notre éditeur. Il y a toute l'équipe aussi qui on fait lire à des copains de temps en temps, de leur avis. Mais souvent, déjà, ça marche. C'est génial. Et justement, ça, comment ça marche? Je voulais vous demander pour votre relation avec l'éditeur. Parce qu'au départ, tu disais que c'était peut-être un one-shot, puis après, vous avez changé d'avis. Est-ce que c'est des discussions que vous avez eues avec eux? Est-ce qu'à chaque volume, ils vous challenge un peu? Comment ça marche un peu votre relation? Voilà. Il faut savoir que RIP, personne n'en voulait. Ça, Ok. on l'a présenté à tous les éditeurs. Personne en voulait. Très peu nous ont répondu. Mais ceux qui nous ont répondu, trouvé ça trop dur, trop noir. Je n'étais pas convaincu. Et petit à petit, Julien et moi, on travaillait déjà chez Petit à Petit. C'est d'ailleurs notre éditeur qui nous a mis en contact, en relation. Et c'est sur cet album que moi que j'ai fait mes premiers pas de directeur de collection. Donc j'ai vraiment encadré l'album du début à la fin sur ce que je voulais. Et on a de la chance, on a vraiment un éditeur qui fait confiance, petite édition familiale, c'est une édition où tout le monde échange, ça se parle, ça communique. On avance tous ensemble et on est très soudés. C'est génial. Et on est tous ravis de ce qui nous arrive de la donc voilà. Donc c'est bien. On ne met aucune barrière en fait. Donc c'est pour ça que on ne connaît pas et on fait ce qu'on peut. Donc c'est chouette. Il y a des limites. Personne n'a d'éthique. Est-ce que Julien, tu veux nous montrer un peu l'avancée de la dédicace ou c'est pas où t'en Oui, es? moi, avec plaisir. Je sais pas si vous allez voir une différence depuis tout à l'heure, mais. Et t'as rien fait. Mais si, j'ai fait des ombrages, connard. Mais si, regardez. Non, bon là, c'est pas génial à l'écran, mais en vrai, c'est vraiment super.
Bon, on espère que la personne qui le recevra nous enverra une photo après, donc, puisque c'est la dédicace à gagner, mais j'en reparlerai à la fin du live. Ouais, Euh, c'est fait en 3-4 minutes par librairie ou en salon, par exemple. Les dédicaces, là, c'est une dédicace d'une. Alors, il y a intérêt de cliquer. Prends du jaune. Et je reviens. Oui, Gaëtan, toi, tu avais écrit aussi Un léger bruit dans le moteur. Donc, un album qui parlait déjà de la mort et ce qui était déjà avec beaucoup d'humour noir. Est-ce que du coup, comment tu fais pour parler tout le temps de la mort sans déprimer? Bah, parce que j'en parle, justement. Ok. Non, un livre dans le moteur, c'est marrant. C'était il y a 10 ans déjà. C'est l'adaptation d'un roman. Donc. C'était bien. C'était Jean-Luc Michel. Et avec nous, c'était vraiment notre premier album fiction. Euh, c'est la bêtise humaine, encore une fois, qui nous avance. Il y a beaucoup de noir, comme tu dis, et c'est beaucoup de degrés. Si on s'attaque à ce genre d'album à fond et en prenant tout au pied de la lettre, c'est sûr qu'on le vit moins bien. C'est assez malaisant. Et après, encore une fois, c'est comme Grip, c'est l'atmosphère qui va être sordide, qui va être et glauque, mais les actions sont faites. Il n'y a pas de visuel trash, forcément. Et c'est vraiment dans quelque chose. Le moteur, il est plus dur, je Ouais. pense. Il se lit vite, mais il se digère lentement. Après, c'est magnifique. Le travail de Jonathan, il était assez fou aussi. Voilà, dans son film. Il y a une sacrée dichotomie dans cet album entre très graphique, assez enfant et histoire adulte. Et il y a un tome suivant qui arrive l'année prochaine, sur lequel je suis en train de plancher en ce moment. Donc, ce sera avec Étienne Friès, cette fois au dessin. Un petit gars aussi bien talentueux, vous verrez. Bon, bah, cool. Et alors, bah non, c'est plus un exutoire. Je pense pas que ce soit forcément en écrivant des polars qu'on déprime. Je pense que non, ça permet d'extérioriser. Il y a du noir, il y a de l'action, il y a du rythme, c'est très cinématographique. Sinon, ça nous fait marrer, et puis les trucs qui nous font marrer. Voilà. Et toi, Julien, pour dessiner tout ça, de passer pas mal d'heures et de journées à dessiner des. Bah, il n'y a pas que des cadavres, évidemment, hein, mais de dessiner voilà, des morts, des insectes, des choses comme ça, tu le vis bien? Comment ça se passe? Non, c'est vrai que c'est pas un univers qui me fascine plus que ça à la base, mais c'est assez marrant à dessiner au final. C'est vrai que quand j'avais reçu le scénario à la lecture, je m'étais posé la question de savoir si je voulais vraiment m'engager à dessiner longtemps ce genre de trucs. Et en fait, c'est marrant de dessiner le bois pourri, les insectes, les, les corps décharnés. Enfin, bon, ça dépend des conditions, mais ouais, non, au final, c'est marrant, mais comme quand t'es petit, que tu t'amuses à dessiner des chevaliers qui se coupent la tête avec du feutre rouge partout, pour moi, il y a un truc un peu, ouais, un peu de l'ordre de l'exutoire, quoi, c'est rigolo. Mais bien, bah, bon, comme tu l'as dit, c'est pas que ça, hein, c'est surtout aussi des mecs qui picolent des bières dans des bars, et ça, moi, pour le coup, c'est vraiment ce que j'aime dessiner. Des mecs avec des gros nez qui picolent dans un bar, je pourrais faire ça tout le temps. Il y a une question de Yves qui te demande si tu n'en avais pas marre de dessiner des mouches. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de mouches, en plus il y a plusieurs espèces, comme disait Gaëtan, c'est assez documenté. C'est vrai. Enfin, la plupart du temps, les mouches, elles sont vues loin, donc ça ressemble à des petites fesses, quoi. Mais ben moi, je déteste les mouches. C'est vraiment un insecte qui me répugne dans la vraie vie, je veux dire. Mais Ah, on t'a perdu. Il est répugnant. donc ça va. On t'avait perdu. Ouais, J'entends plus rien. ça te répugnait tellement qu'on t'a perdu à un moment donné. Ah, vous m'avez perdu? Ouais. Et vous m'avez perdu au début de ma phrase ou à la fin de ma phrase, pour savoir si je répète. C'était quoi, le début ou la fin qui était intéressant? Ouais, je dirais le milieu, Non, donc vers le verbe, quoi. t'aimais vraiment pas ça, mais c'était quand même pas compliqué à dessiner ou Oui, en substance, c'était ça, ouais. C'était que certaines mouches, je les picole, je les dessine qu'une fois, je remets toujours la même. Et la plupart du temps, c'est des mouches assez sommaires. Alors, j'arrive à passer outre
ma détestation de la vie humaine. Il y a une question de Elliot qui demande pour gagner en visibilité quand on est scénariste, qu'est-ce que vous recommanderiez? Une question jeune auteur. En visibilité, bah, c'est pas ce qu'on recherche, je pense, quand on est scénariste. Visibilité de nos livres ou de Il soi précise pour envoyer des textes aux éditeurs, publier sur Internet ou des sites spécifiques. Je pense que c'est plutôt conseil jeune auteur. conseil jeune auteur pour se faire éditer plus. Ouais. Et ben, il faut écrire, ne pas avoir peur de réussir. Il faut toujours tenter sa chance, envoyer, partager. Ça se fait pas du jour au lendemain, hein. Moi, ça fait 15 ans que je fais de la BD et j'ai fait d'abord des petits collectifs, puis j'ai fait des travaux de commande, puis je me suis essayé dans divers registres. Cette histoire-là, je l'ai écrite il y a 10 ans. Elle a eu le temps de mûrir, elle a eu le temps de grandir, et puis on apprend le métier. Et puis, il y a un truc vraiment important, c'est que pour écrire, il faut. Si on ne lit pas, on peut écrire. Il faut lire de tout. Il faut lire du roman, il faut lire des biographies, il faut lire des polars, il faut lire des romans d'aventure. Enfin, on peut tout. Moi, je lis de tout. Ça me permet aussi des fois de voir ce qui se fait ailleurs. Ça peut être de la science-fiction, ça peut être de l'histoire. Je pense que c'est ça le principal conseil que je donnerais. C'est encore de la référence parce que entraîner. Et comme pour bien jouer au basket, au foot, comme pour savoir faire du petit tab, s'entraîner. Non, tu ne dirais pas la même phrase encore depuis tout à l'heure. Non, mais c'est comme pour jouer bien au basket, ou à la pétanque, ou au volley, ou au badminton, ou au mini-tennis. C'est au cas où ça se coupe. Hein. Non, l'intérêt, c'est déjà de trouver un bon dessinateur pour ne pas faire 6 ans avec un mariole pareil. Voilà, c'est ça le plus dur. En fait. Donc, il faut tenter sa chance. Après, s'il veut nous envoyer des projets, nous, par exemple, position petit à petit, bah, il peut toujours l'envoyer. Répond quand on peut, et surtout quand ça plaît, parce qu'on en reçoit plein. On reçoit tout, hein. On reçoit des grosses blouses, on reçoit des trucs super, mais on peut pas tout éditer. Donc, il faut d'abord se renseigner sur la ligne éditoriale des éditeurs. Il y a des éditeurs qui vont être spécialisés en heroic fantasy, des éditeurs qui vont être spécialisés en docu-BD plus comme nous et en polar, d'autres certains qui font que de la jeunesse. Ça serait vraiment ça. Mon conseil, c'est d'abord de se renseigner, comme pour l'entretien d'embauche. Faut pas avoir peur de refaire, pas avoir peur de critique. On ne peut pas pour tout le monde. Tout ce qu'on ne fera pas tout le monde. Il faut séduire l'éditeur, certes. Et après, c'est une façon publique. Alors après, en termes de visibilité de l'album, nous, avec Julien, on fait pas mal de dédicaces. Ouais. On participe à ce genre de petites interviews-là. On échange beaucoup sur les réseaux sociaux. On crée des petits concours, des concours photos, des concours de petits jeux qu'on aime bien, ou des fois juste des tirages au sort chez des gens d'Instagram ou de Facebook qui nous encouragent depuis le début. Et puis, on rencontre d'autres auteurs aussi. Voilà. Enfin, c'est toujours de l'échange et de la communication. Mais voilà. Mais je pense que faut pas avoir peur d'écrire, de réécrire. Et du coup, toi, en tant que directeur de collection, est-ce qu'il y a des auteurs que tu coaches un peu ou c'est plutôt des projets assez aboutis qui arrivent et que vous retenez, ou il y a vraiment un petit peu des choses que, allez, celui-là, on va le challenger un peu pour qu'il aboutisse un peu son projet? J'ai l'avantage déjà, c'est que je dirige beaucoup mes livres à moi. Ça va, je me coach. Après, là, je travaille avec des copains qui sont scénaristes aussi, mais qui connaissent leur travail. Donc oui, je les bridge par rapport à ce qu'on veut dans l'ouvrage, au format, aux de pages, à l'histoire. Après, je les relis, bien sûr, et c'est mon travail là, de corriger, de relire et de donner mon avis. Ce qui n'est pas le plus facile, hein, de donner son avis à un consoeur. Après, non, comment dire, par exemple, il y a la série Western Catamount, qui était les 2 premiers tomes réalisés par Benjamin. Et puis pour le 3e, il peinait un peu sur son scénario, et lors d'une dédicace, il m'a demandé si je pouvais l'aider et venir l'épauler pour le scénario. Donc on a coécrit le tome 3.
Puis il m'a filé le flambeau pour le tome 4, donc j'ai pris le tome 4 en main en termes du scénario et lui du dessin. Donc ça peut être aussi un échange comme celui-ci. Donc ça, c'est plus pas du coach, c'est plus de l'entraide. Ouais. Après, donc, je relis des fois des scénarios de copains, des gens qui veulent rééditer, qui me demandent mon avis. Ça arrive. Voilà, entre scénaristes, on s'échange nos bonnes lectures. Et, voilà. Merci. Il y a Gaëlle qui vous pose 2 questions. Elle vous pose une première question. Pour ce tome 4, vous avez fait une grosse tournée de dédicaces. Est-ce que vous voyez ça en plus grand pour le dernier tome? Et une question pour Julien où elle demande, est-ce que tu te projettes déjà sur l'après-RIP? Alors, non, on fera pas une plus grosse tournée, on fera des trucs mieux pour le dernier tome, et on essaiera de faire, je sais pas, des expos, des trucs pour marquer un peu la fin de la série, histoire de marquer le coup. Après, je pense qu'on fait déjà énormément de dédicaces. Je crois que physiquement, on peut pas en faire plus. Donc voilà, ouais, mais je pense que oui, enfin, on n'en est pas encore là. On est un jour après l'autre. Déjà, on va se concentrer sur le tome 5. Mais pour le tome 6, j'espère qu'on organisera des trucs un peu marrants. Ouais. Bon, en toute honnêteté, on n'y a pas encore trop réfléchi. Et l'après-RIP, pareil, c'est pas à l'heure du jour pour l'instant, mais avec Gaëtan, je sais qu'on aime bien bosser ensemble, donc on partira sûrement sur un autre projet, peut-être un one-shot ou une autre série, on verra. Donc on a plusieurs idées, mais bon, pour l'instant, déjà, on se concentre sur RIP. Mais je pense on fera d'autres polars par la suite. C'est un univers qu'on aime bien, et voilà, ça sera différent de RIP, mais ce sera, je pense, il y aura un même ton, quoi, j'imagine. Voilà, j'ai répondu aux 2 questions. Bim. Je confirme aussi. Déjà, on va faire une expo à Vienne cette année. Pendant un mois au Médiathèque de Vienne, il y aura une expo avec des personnages grandeur nature, avec des crayonnés, avec des storyboards et des planches. Ce sera donc à Vienne, en France. Et pour déjà cette année, là, on va en Belgique mi-octobre, on va dans les coins de France où on n'avait pas été encore. On a Paris, un lancement à Paris sur 3 jours. Il y a quelque chose de prévu pour le tome 6, il faut en parler, comme tu viens. Okay. Mais ouais, je pense que déjà, on ne sera pas en Angoulême en 2022, mais on y sera en 2023, je pense. Et parce qu'il y aura la sortie du moteur 2, enfin, ça s'appellera comme ça, mais la surprise pour plus tard. Ce sera l'occasion de refaire un live. Ouais. Mais non, voilà, donc les tournées sont assez grosses cette année, l'air de rien, puisqu'on reporte aussi, on replace les dates manquées l'année dernière, suite au Covid et au confinement. Et puis surtout, on fait ça juste avant Noël, parce qu'après, il faut dessiner et écrire la suite, à l'heure fin août. Voilà. Et du coup, oui, j'en profite pour dire que ça fait déjà 50 minutes qu'on est ensemble. Et si vous avez des dernières questions, c'est maintenant. Si vous voulez les poser dans les commentaires pour les dernières questions, pour les dernières 10 minutes. Et du coup, je voulais vous poser une question. Du coup, oui, vous êtes full dans RIP. Vous n'avez pas trop le temps de penser au projet à côté, ou chacun vous notez un peu des idées, des choses comme ça, ou vous êtes vraiment focus? Alors, on n'est pas full dans RIP, en fait. On a tous les deux des projets parallèles aussi. Pour parler pour ma part, il fera la sienne après. Je suis sur plusieurs projets. Donc, j'ai, comme je disais, la suite de ce petit polar. Il y a RIP 5. Il y a un collectif, un carnet de voyage sur les projets de conservation du zoo Douai-la-Fontaine près de Saumur. Donc, c'est 130 pages avec 6 auteurs. BD carnet de voyage. J'ai un projet qui est le guide des parcs animaliers en BD, donc 250 pages avec 30 auteurs, dont mon et 29 auteurs talentueux. Ça c'est de BD. Après, mon album est directeur de collection sur le basket sur l'histoire du basket en BD. Ça va être génial. C'est Tony Lorenzo au scénario, un copain
fou de sport. Là, pareil, c'est 25 dessinateurs différents. Un gros projet aussi. Et à côté de ça, moi, j'ai d'autres projets. J'ai un projet chez Glénat. Voilà, historique, j'ai du Glénat sur un combat. Et d'autres projets à venir. Trop tôt pour en parler. Ok. Donc, ce sera pour 2022-2023. Et moi, en parallèle, je fais un truc, une série jeunesse, BD jeunesse chez Dupuis, avec Carbone au scénario. Donc c'est vraiment aux antipodes de RIP, hein. On n'est pas sur le même public, le même lectorat. Mais voilà, donc ça devrait sortir dans le courant l'année prochaine, le premier tome. Voilà. Ça s'appellera Les Sauveurs d'Esprit. Et c'est vrai que entre RIP et ça, moi je peux décemment pas me lancer sur d'autres projets pour le moment, mais par la suite, ouais. Mais ouais. Ok, merci à tous les deux. J'en profite pour refaire un point sur la dédicace, si tu veux nous montrer. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là au début, comme on arrive à la fin du live, donc il y a 2 exemplaires du tome 4 dédicacés, donc qui ont été dédicacés en live par Julien, donc, que vous avez pu voir tout à l'heure et maintenant. Donc vous pouvez les remporter si vous allez sur Bubble et que vous achetez ou réservez un album des éditions Petit à Petit et que vous ajoutez le code RIP dans votre commande. Voilà, et c'est jusqu'à demain. Donc n'hésitez pas à la fin du live à aller jeter un petit coup d'œil. Et le tirage au sort sera fait lundi. Il y a une question de Lucas qui demande la librairie Bulle a proposé une version collector de chaque album avec des pages supplémentaires. Est-ce qu'il sera possible de compiler toutes ces pages et d'avoir un hors-série? Alors, ça, c'est la librairie Bulle de cette année, consacrée à Albert. Après, en effet, tu as raison, Lucas. Pour cette version limitée, il y a un frontispice et il y a un petit chapitre bonus à la fin. Ce chapitre bonus, en fait, ça ne change rien à l'histoire. Il faudra que c'est vraiment un délire entre Julien et moi à la fin pour qu'il y ait un petit plus sur cet album. Ouais, je pense que de toute façon, ça finira. Il y aura peut-être un livret bonus qui fait une compilation, un coffret ou une expo. Oui, je pense. Sachant que les exemplaires Bulle partent à vitesse V, souvent, donc ça ne nuira pas aux ventes. Mais pour l'instant, il n'y a pas pensé encore. Mais ce sera à tout de suite. Oui. Mais oui, je pense qu'en tout cas, ça. Oui, c'est comme il y a peut-être un projet d'intégrale aussi pour les 6 volumes. Vous y pensez déjà peut-être Ça va faire un sacré gros livre. Je sais Ouais. pas comment on va faire. Mais ouais, on réfléchira à ça. Mais après, ouais, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de pages. Mais je sais pas comment on fera. Parce qu'il y a 110 pages par album. Donc 110 pages, je te donne la main, ça va. Mais 660, ça fait beaucoup. Et du coup, ouais, ça ferait trop gros, je pense. Donc non, ça sera plus un coffret. Ok, on n'aura pas le bottin pour les interrogatoires, je note. Euh, Est-ce que... je reviens sur une dernière question sur les personnages aussi. Chaque personnage a eu son album. Et comment vous avez décidé un peu de l'importance qu'ils auraient chacun par rapport à leur histoire personnelle, etc. Est-ce que ça aussi c'était très en amont ou vous les avez un peu aussi découverts en écrivant les volumes? Non, depuis le tome 1, on sait quel personnage aura son album. Du coup, bien sûr, on connaît la personnalité de nos personnages, on sait ce qui va leur arriver et qui vont apporter l'histoire, évidemment. C'est pour ça, d'ailleurs, que au tome 1, tome 2, tome 3, les personnages qui apparaissent dans leur volume, on les connaît très peu, finalement, dans les précédentes. Ils sont assez transparents, pas beaucoup. On ne connaît rien d'Albert pour les 3 premiers, rien dans les 2 premiers tomes. Et Fanette, l'année prochaine, vous ne savez rien encore sur elle, et elle vous réserve beaucoup de surprises. Ce ne sera pas une greluche, je peux vous le dire. Elle en a encore des secrets à partager. Et puis Eugène, le gros teigneux raciste, c'est lui qui clôture un peu la série. Et croyez-moi qu'on ne va pas vous laisser sur une fin heureuse. Normalement, il devrait vous surprendre également. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus.
Mais on sait où on va, on a notre colonne vertébrale, on a notre ossature, on sait les différents éléments. Alors, ça nous arrive d'improviser, hein, rajouter des petites choses par rapport à ce qu'on entend en dédicace, notre vécu aussi, et puis les rencontres qu'on peut faire. Moins bonnes. Bon, parfait. Ben, ça sera un parfait mot de la fin. Merci Gaëtan, merci Julien d'avoir répondu à toutes ces questions. Bah, merci à toi. Merci à tous d'avoir posé des questions dans les commentaires et d'avoir mis plein de petits mots aussi sympas. Je les ai fait passer à l'écran aussi. Si vous avez manqué le début, le replay est disponible, donc vous pouvez revoir le live sur Bubble, évidemment avec les autres lives. Si vous voulez en savoir un peu plus sur la série, il y a un coup de cœur qui est disponible aussi sur Bubble avec des extraits, donc n'hésitez pas. Si vous voulez gagner une des 2 dédicaces, rendez-vous sur Bubble aussi, tout était expliqué, et donc vous pourrez gagner une des 2 dédicaces que Julien a faites et a montré pendant le live. Et si vous aimez ces rencontres live, la prochaine ce sera jeudi prochain avec Mathieu Lefray pour parler de Raven et de Pirates. Eh bien merci messieurs et je vous dis à bientôt et bonne soirée. Bah pareil. Salut. Merci. Salut à tous.